Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dédié au décryptage de l'actualité de la semaine avec des journalistes, des analystes politiques, éditorialistes et chroniqueurs. Club Média 7 de ce dimanche reçoit justement Dr Eugène Alosoukpo, journaliste et expert média. Eugène Alosoukpo, bonsoir. Bonsoir à vous et bonsoir aux amis téléspectateurs. Vous avez passé une très belle semaine, j'espère. Très bien, une très belle semaine. Avec nous également un autre habitué de ce plateau, Francis Elojatade, analyste politique. Francis Elojatade, bonsoir. Bonsoir Yannick. Bonne semaine, ça a été? Oh mais parfait. D'accord. Première escale de cette émission, c'est la revue de presse hebdomadaire. Elle porte la signature de Marcel Arrossi. Pour les législatives 2023, plus de 6 millions d'électeurs sont attendus aux urnes contre moins de 5 millions en 2019, soit une hausse de 24% qui concerne aussi le nombre de centres de vote et de postes de vote. 1 608 173 électeurs de plus en 4 ans, précise la Nation, suivant les chiffres officiels de l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP. Et pour la compétition, 7 différents partis ont pu se faire une place. Seule la nouvelle force nationale s'est vue écartée par la Sénat et déboutée ensuite par la Cour constitutionnelle. Le parti Les Démocrates a réussi un premier challenge, mais l'éléphant attendu arrive avec un pied cassé, observe Info Matin, au lendemain de la publication de la liste de candidatures proposée par ce parti pour le prochain Parlement. Le mécontentement est de mise et risque de se muer en saillie prochaine, selon le quotidien. Non seulement les grosses pointures du parti attendues ne sont finalement plus en lice, mais à leur place, on retrouve des inconnus au bataillon qui sont positionnés dans les bastillons où on ne les imagine pas tuer une seule mouche, estime Info Matin. Une situation qui peut ouvrir la porte à l'implosion quand on connaît les péripéties par lesquelles cette formation politique est déjà passée ces dernières années et encore il y a quelques jours. En tout cas, des partis politiques sont déjà condamnés à disparaître. Ils perdront à tout le moins leur statut juridique après 2 législatives consécutives manquées. Regardez les photos à la une de Fraternité et vous pourrez comprendre l'indication du journal. La loi est dure, mais quand les conditions de son application sont réunies, en principe, les autorités doivent faire constater ce qu'il en est et passer à l'action, souhaite Fraternité, faisant allusion à l'article 27 de la Charte des partis politiques qui prévoit que les partis politiques sont tenus de participer aux élections législatives, communales et locales. Ensuite, il précise que tout parti perd son statut juridique s'il ne présente pas de candidat à 2 élections législatives consécutives. À présent, il apparaît important de réétudier le processus d'obtention du quitus fiscal. C'est une recommandation de la plateforme des organisations de la société civile. Selon le Télégramme, la plateforme félicite la Sénat pour le respect de son calendrier et étend ses félicitations aux autres institutions impliquées dans le processus électoral, se réjouit de la mobilisation et de l'engouement des partis politiques à prendre part à ces élections ainsi que de leur sens de la République qui s'est traduit par le recours aux institutions juridictionnelles plutôt qu'à d'autres voies d'expression. Mais il est clairement indiqué dans le communiqué que diffuse Fraternité que la plateforme électorale des OSC reste cependant fortement préoccupée par les problèmes récurrents autour de la mise en œuvre des dispositions relatives au quitus fiscal. Patrice Talon en route pour être porté en triomphe parce que le Bénin sous Talon, c'est la grande avancée selon Fraternité. En 6 ans de gouvernance, les réformes opérées par ses soins dans tous les secteurs, notamment sur le plan économique, ont permis à travers les PAG 1 et 2 de métamorphoser le Bénin. Avec Talon au pouvoir, malgré les aléas liés à la Covid-19 et à la guerre russo-ukrainienne, l'économie ne bégaye pas et chaque jour que Dieu fait, des infrastructures socio-communautaires poussent comme des champions. Ce chapitre de la décrispation et de l'inclusion politique qui vient d'être ouvert est le plus grand pas qui couronnera ses efforts dans les domaines économiques et de construction du pays où, jusqu'ici, il excelle. Tant au plan national qu'international, Fraternité nous apprend que Patrice Talon capitalise des faits d'armes
et gagne en sympathie. Finissons avec la revue de quelques grands titres de la semaine. La Croix du Bénin, premier colloque scientifique international de l'UN estime la recherche au service du progrès industriel. L'événement précis, libéré après 60 mois de détention, Laurent Métognon accueilli en triomphe. Le Soleil Bénin Info, après la publication de la liste de leurs candidats pour les législatives de janvier prochain, les démocrates entre inquiétude et espoir. Le Progrès, construction du CHU et du CHU mère et enfant de Togben, les missions de conduite des opérations actées. Le Télégramme, pour endiguer la progression des groupes terroristes, Patrice Talon et ses pairs lancent la croisade anti-djihadiste. Le Mali boycotte le sommet de l'initiative d'Accra. Le Matinal, manipulation de l'opinion à quelques encablures des élections législatives, candidat Zanaï dans une politique vieux jeu. Matin Libre, Laurent Métognon à la Bourse du Travail, on est puissant un jour, mais pas toujours. Merci à vous, cher Marcel Arrossi. C'était donc à l'instant l'actualité de la semaine, revisitée avec vous, bien sûr. Place maintenant à la deuxième rubrique de cette émission, 7 jours au Bénin. Francis Eloge Attadé, législatif de 2023, on en parle. Les partis politiques sont désormais fixés sur leur sort. 7 formations sont en lice pour le scrutin du 8 janvier prochain. Après la rude course aux quitus fiscaux et l'obtention douloureuse du récépissé définitif pour certains. Oui, vous parlez d'obtention douloureuse de récépissé pour certains. Vous voulez citer normalement les démocrates, en fait. Donc, écoutez, je crois que la loi, elle est la loi. Et vous savez que le code électoral et la charte des partis politiques ont permis d'assainir plus ou moins le paysage. Et aujourd'hui, les partis sont en train de se mettre en règle. Il faut avouer évidemment que le fait que la plupart des partis aient réussi à déposer leur dossier de candidature pour être conforme aux tests et aux prescriptions du code, je crois que c'est salutaire. Et à ce titre, je voulais d'ores et déjà leur présenter mes vives félicitations. Ceci étant, c'est que nous avons constaté qu'il y avait eu une guéguerre, notamment liée à la délivrance des quitus fiscaux. Vous avez compris qu'il y a un parti qui était quasiment disqualifié, mais qui a été repêché par la suite, après le recours introduit auprès de la Cour constitutionnelle. Je vais citer les démocrates. J'ai été heureux que les démocrates, in fine, soient cooptés. Vous savez qu'après plusieurs tentatives infructueuses depuis 2019, cette fois-ci, je crois que les démocrates seront au rendez-vous électoral. C'est heureux parce qu'ils sont qualifiés d'une certaine opposition. Les démocrates sont dits d'une opposition, je crois, radicale. Bon, j'ai été heureux que la plupart des candidats, parce qu'à la publication de la liste, il y a eu quelques guéguerres, il y a eu quelques remue-ménages, il y a eu des commentaires qui ont fusé dans tous les sens. On va y revenir justement. Eugène Alosopo, cette formation en lice, on les rappelle rapidement, l'Union progressiste, le Renouveau, le Bloc républicain, Mouel Bénin, l'UDBN, le parti FCBE, les démocrates, le parti MPL, le Mouvement populaire de libération. Au total, 4 partis de la mouvance et 3 partis qui se réclament de l'opposition. Ça sera une très belle affiche. Je n'attends que les arguments de campagne. Vous avez 4 partis de la mouvance qui se réclament de la mouvance et 3 de l'opposition. C'est un schéma électoral totalement différent de celui de 2019. Cette fois-ci, il y a de quoi argumenter contre le pouvoir et il y a de quoi argumenter pour le pouvoir. Les partis qui étaient les plus forts, ou les 3 partis qui ont été représentés à l'Assemblée nationale en 2019, c'est bien l'UP, devenu UPR, et le BR. Ces partis, face à la donne actuelle, ont l'obligation de démontrer qu'ils ont toujours la force de domination. Quand bien même le paysage ou l'écosystème de concurrence aura changé. Les autres, c'est Mouel Bénin, c'est l'UDBN qui vont à la compétition pour la première fois. Mouel Bénin qui, à entendre son président, a foi
en ses électeurs et a les moyens de convaincre. Le parti a toute l'obligation de dépasser la barre des 10%. Et ils sont confiants, j'estime, qu'ils auront tous les arguments et tous les moyens pour convaincre les électeurs. Il y a l'UDBN, que nous avons vu déjà au communal de 2020, qui a manqué de force. Certainement que dans le temps, ce parti a dû fermer les trous de faiblesse, quitte à se donner confiance pour cette échéance électorale. Pour les autres partis, qui est de l'opposition. Les FCBE ont été déjà à 2 élections successives. Ils ont dépassé la barre des 10%, notamment pour les communales. Donc le défi, c'est se maintenir à la même hauteur ou faire plus fort. Alors, le MPL que nous n'avons jamais vu, donc c'est un défi, nous allons pouvoir comprendre de quels moyens il dispose et quel est le lien, quelle est la portée populaire de ce parti. Il reste les démocrates. Un baptême de feu pour les démocrates. Un baptême de feu, c'est évident, mais au-delà des slogans, au-delà des mus bandés ces derniers temps, contre la Cour constitutionnelle et contre le pouvoir, il y a beaucoup d'arguments, c'est de bonne guerre. Il faut montrer la réelle capacité du parti sur le terrain. Et les arguments sur les quitus fiscaux, tout ça, on a dépassé cette étape maintenant. Cette étape, l'étape qui suit, c'est déjà la pré-campagne, nous sommes en pré-campagne, donc ils sont en contact avec un certain nombre de milieux qui leur sont familiers, pour les échos que nous avons. Mais à la campagne, il faut pouvoir, face à l'UPR, face au BR, face au Mouel Bénin et face à l'UDBN, trouver les arguments qui t'a fait venir vers les démocrates, la masse utile pour dépasser les 10%. Le défi, il aura été périlleux pour les démocrates d'avoir fait tous ces efforts-là et de ne pouvoir dépasser la barre des 10%. Certainement, ils n'en doutent pas. Mais ils ont d'arguments à développer pour convaincre les gens. Tout le monde n'est pas de l'opposition. Et quand on veut aller aux élections, il faut convaincre ceux-là qui ne sont pas acquis à vous, à venir avec vous. Donc, c'est beaucoup de challenges pour chaque bloc de partis. Et ça, j'ai foi que ça sera une très belle fête électorale à partir du 23 décembre, début de la campagne électorale. Une très belle fête électorale en perspective, force et faiblesse des forces politiques en présence. Oui, je peux faire constater en fait qu'il y a 13 partis qui sont inscrits officiellement au niveau du ministère de l'Intérieur. Et sur les 13, il y a 8 qui étaient en lice. Et sur les 8, il y a la nouvelle force nationale qui a été disqualifiée, en fait, qui n'a pas pu passer le premier filtre. Maintenant, nous avons 7 en lice. Et sur les 7, comme vous l'avez présenté, il y a 4 en fait qui sont de la mouvance et 3 autres qui se réclament de l'opposition. Alors, très belle fête, oui, parce que cette fois-ci, nous aurons plusieurs offres, parce que le jeu va se jouer sur le terrain. Et cela, ça dépendra de la qualité, non seulement de l'offre, mais aussi la qualité du débat politique. Donc, les instances qui sont en charge de conduire la campagne, en fait, les différentes directions de campagne, je crois, vont se remembrer et vont trouver le maillage qu'il faut pour impacter l'électeur. Parce que là, c'est la qualité de l'offre qui va déterminer le choix de l'électeur. Ceci étant, c'est que, force et faiblesse, vous avez vu que les partis de la mouvance ont un atout comparatif. Parce qu'ils peuvent se prévaloir des réalisations du pouvoir en place. On se dit évidemment qu'il y a des efforts qui ont été faits par le président Patrice Talon, qui est leur leader de référence. Et fort de cela, c'est qu'on peut s'assurer qu'il faut, dans ce cadre-là, accompagner la dynamique. Or, vous savez que pour le parti qui accompagne le chef de l'État, ce parti a le souci majeur d'aller siéger, de conquérir la majorité des sièges pour faciliter les prises de décision au pouvoir exécutif. Donc, d'ores et déjà, on peut dire que les 4 partis de la mouvance doivent travailler en synergie pour offrir la majorité au président Talon afin qu'il ait des coudées franches
pour mettre en œuvre pacifiquement, harmonieusement et méthodiquement son PAG 2021-2026. Maintenant, il se trouve que nous avons une autre alternative, parce que le contexte de 2019 n'est plus celui de 2023. Il n'y a que les partis de l'opposition vont offrir un son discordant. Parce que dans une bonne démocratie, il faut bien qu'il y ait une opposition qui porte la contradiction. Donc nous aurons le contradictoire, et à l'issue du contradictoire, il y a un arbitrage. Donc le peuple va arbitrer, l'électeur va arbitrer, et on verra in fine au soir du 8 janvier, parce que c'est 3 jours après que la Sénat doit pouvoir produire les résultats. Nous verrons évidemment, nous allons évaluer la force et les faiblesses de chaque parti. C'est vrai que pendant longtemps, on a vu sur la fête 2019 à aujourd'hui, nous avions vu que c'est l'Union progressiste qui a eu la suprématie sur l'échiquier, et puis suivi du bloc républicain. Maintenant, il se trouve que les démocrates qui, pendant longtemps, ont cherché à aller dans le jeu et qui n'ont pas eu l'opportunité, cette fois-ci, ont réussi à se positionner. Ça veut dire que la bataille sera rude. Il va mais donc dans cette circonscription, oui. 30 secondes. Mais oui, dans cette circonscription, on constate qu'évidemment, les démocrates auront de la peine, parce que dès lors que l'opposition est pratiquement, n'est pas constituée en bloc unitaire, il se trouve qu'entre opposants, ils se font des coques en jambes. Vous voyez par exemple le MPL, qui dit être un parti très jeune et qui a fait en sorte que le profil des candidats soit un profil adéquat, parce qu'ils ont veillé à ce que ce ne soient pas des candidats qui soient sous le contrôle judiciaire, que ce soit des gens qui n'ont pas de difficultés différentes avec la justice, que ce soit des gens qui ne soient pas impliqués dans les malversations. Bon, donc, apparemment, c'est-à-dire, c'est une personne de qualité qu'ils offrent, et ils estiment qu'à leur niveau, ils ont tout pour pouvoir aller siéger pour offrir une alternative crédible. Un outsider? Mais oui, je crois que c'est insider, je crois. Oui. Par rapport aux faiblesses, en voulant contourner les difficultés liées aux quitus fiscaux, des partis politiques ont positionné dans des circonscriptions et pas les moindres des personnes ou des personnalités qui n'étaient pas connues au bataillon. Et ça pourrait être préjudiciable à ces partis politiques-là, parce qu'il faut accompagner eh bien, celui qui est en tête. C'est celui qui est en tête ou celle qui est en tête qui conduit la liste, en fait. C'est le métronome. Et lorsque ce métronome n'a pas la force de pulsion nécessaire, eh bien, il ne peut pas trimballer les autres. Donc, ça ne suffira pas. L'essentiel n'est-il pas de participer? Non. L'essentiel, si un parti de l'opposition aujourd'hui participe aux législatives de 2023, et s'en sort avec moins de 10%, c'est une catastrophe. Ça va le suivre pour le futur. Parce que n'oubliez pas qu'en 2026, ça sera plus corsé. Parce que nous allons faire à la fois les communales, les législatives, et puis la présidentielle. Et donc, tout ça se fait dans un ensemble. Et généralement, vous savez, lorsque quelqu'un gagne, il gagnera sur la ligne, peut-être, si la donne est celle-là. Alors, l'autre faiblesse des partis politiques, c'est les positionnements aussi dans certaines circonscriptions phares. En dehors des contournements liés aux quitus fiscaux, il y a de grands partis politiques qui ont fait des positionnements qui n'ont pas requis l'aval des populations. Par exemple, il y a quelque part un grand parti qui a positionné une personnalité en poste de titulaire, mais dont la suppléante est en même temps sa femme. Et les populations n'ont pas aimé ça. Donc, la personne en face... Même en Occident, ça se passe. Ça se passe, mais ici, les gens ne comprennent pas comme ça, parce que nous sommes en train de faire une expérience politique où, eh bien, on pense qu'on peut passer de classe en classe. C'est-à-dire en supériorité. Et donc, lorsque quelqu'un est conseiller communal, il aspire à être peut-être chef d'arrondissement, à être maire, un jour être député. Et donc, il y a suffisamment de personnes. Vous avez des partis qui ont eu du mal, qui ont dû mettre sur pied des comités de sélection de candidatures. Donc, ce n'est pas la quantité qui a manqué. C'est parfois que ceux qui positionnent n'ont pas toujours toutes les informations pour apprécier. Parce qu'on peut faire de caricature autour. Et je crois que dans le cas présent, c'est ça. Il n'y a que
il y a beaucoup de têtes de liste qui sont des gens que nous connaissons, mais qui n'avaient jamais fait ce combat-là de la manière la plus forte, avec les mêmes défis. Ceux-là doivent montrer leur capacité à drainer la foule. Parce qu'il ne sert à rien d'être tête de liste et d'être élu seul. Si vous êtes élu seul, vous n'aurez pas à arranger le parti politique. Parce que dans ces élections-là, il y a un autre défi. Le défi entre l'Union progressiste, le renouveau, et le BR. Qui est le parti le plus fort? Et ça va peut-être se jouer sur quelques députés. Et donc, le tout il faut tenir compte du positionnement cette fois-ci. Et le positionnement déjà fait, on a dépassé cette étape-là. Le tout tient maintenant au discours de campagne. Et je vois des partis qui ont commencé par former leurs candidats et leurs militants pour le discours de campagne. Certainement que ces discours qu'ils vont prononcer vont convaincre les populations à voter pour eux. Parlant de positionnement, de grands absents sur la liste des démocrates, Guy Tokpé, Claude Djankaki, Nadine Okumassou. Non, il faut dire en fait que, comme l'a démontré le docteur tout à l'heure, c'est qu'il y a un casting et il y a un comité en fait qui étudie pour voir ceux qui incarnent au mieux et compte tenu du contexte, ceux qui peuvent aller défendre en fait le parti. Or, vous savez bien qu'il y a des chicanes qui sont dans le code qui font qu'il faut être méticuleux pour ne pas se voir rejeté, en fait, pour ne pas voir sa liste rejetée par la Sénat. Donc, il se fait évidemment qu'au niveau des partis, il y a eu peut-être des débats internes qui ont dû être faits, et à l'issue des débats, ils se sont entendus de façon consensuelle sur ceux qui pourraient représenter le parti dans chaque circonscription électorale. C'est vrai qu'il y en a, ils sont nombreux, candidats potentiels qui étaient attendus, mais qui n'ont pas été admis sur les listes. Vous citez par exemple Guy Tokpé, vous citez Nadine Okumassou, mais il y a aussi Nouroudine Saka Saleh, il y a Djankaki, Claude Djankaki, et puis bien d'autres. Non, mais ce n'est pas forcément en fait les individus qui comptent. Il faut que le parti soit au-dessus des individus. Donc, ce n'est pas les individualités qui comptent. Si on trouve au sein du parti des militants qui incarnent en fait, les valeurs du parti, qui ont des valeurs à apporter, l'intégrité, la sincérité, et qui offrent la disponibilité, je crois que, et qui ont une aura, parce qu'après, depuis les enquêtes, on sait qu'en fait, ils sont si engagés pour la cause du parti et qu'ils sont connus dans les circonscriptions et qui peuvent représenter valablement, je crois, le parti. Et il n'y a pas de problème. Je crois que les démocrates ont dû étudier et ont examiné tous ces aspects avant de positionner ceux qui sont sur leur liste. Surtout que ça n'a pas été facile, c'est la croix et la bannière. Vous savez que, et eux-mêmes sont conscients que s'ils font un mauvais casting, ils ne pourront pas passer le seuil électoral qui est le seuil de 10%. Or, vous savez que ces élections sont d'une grande importance parce qu'elles sont déterminantes pour les élections groupées de 2026. Vous savez qu'il y a la question du parrainage. Or, il se fait que les démocrates n'ont ni maires, ni conseillers communaux, ni députés à l'Assemblée. Si, à l'issue de ce vote, ils n'arrivent pas à avoir des sièges au Parlement, ils ne pourront pas avoir des parrains. Dans ce cas, ils seront disqualifiés pour les élections présidentielles de 2026. Donc, c'est des élections majeures. Ils ont intérêt à faire un bon casting pour pouvoir aller à élections majeures. Pour finir avec le sujet, votre regard sur la question, les grands absents. Les grands absents, c'est Guy Tokpé. Vous savez, chaque parti a son code de fonctionnement interne. On aurait voulu le voir défendre les couleurs du parti dans la 16e circonscription électorale. Il a ce bagou-là, il a les arguments pour. Malheureusement, il n'est pas sur la liste, comme d'autres aussi, mais c'est le cas le plus frappant. J'estime, et je peux me tromper d'analyse, que le moment où il est venu au parti n'est pas favorable à ce positionnement peut-être. Parce qu'il y a d'autres qui étaient dans la circonscription électorale, qui faisaient la bataille de l'opposition avant lui. Il est venu au dernier moment, avant... Un ouvrier de 25e... Non, c'est pas... Vous savez, le tout dépend de la carrure, de la personne, de la personnalité en face. Sous certains horizons, d'autres se seraient effacés au profit de Guy Tokpé. Parce que c'est la carrure, la capacité de la personne en face. Il a les arguments. Il a qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas,
eh bien, Guy Mitokbe, c'est une personnalité politique qui a choisi de faire de l'opposition. Moi, je l'attendais peut-être ailleurs, mais il a choisi de faire de l'opposition. Eh bien, lorsqu'on fait un choix, il y a certainement des conséquences, et c'est une des conséquences de son choix peut-être. Peut-être que sur d'autres listes, dans d'autres partis, il aura été positionné. Mais ce n'est qu'une transition de 3 ans à partir de 2023. J'estime que si tout va bien en 2026, il doit avoir son mot à dire dans son parti politique. Un autre sujet qui aura également marqué l'actualité de la semaine écoulée, Patrice Talon, le chef de l'État, était mardi dernier à Accra dans le cadre de l'initiative d'Accra. L'initiative d'Accra, faut-il le rappeler, c'est un conglomérat d'États qui mutualisent leurs efforts afin de mieux endiguer le phénomène terroriste. En sont membres le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Niger. 7 pays au total. La rencontre de mardi dernier s'est étendue ou élargie à l'Union européenne et à la Grande-Bretagne avec le Nigeria comme pays observateur. Oui, ce sont des rencontres périodiques. Les mêmes personnalités étaient, tout moins, le cercle technique de cette organisation-là, était à Cotonou récemment pour réfléchir sur les questions de sécurité. Nous sommes à une étape où il faut repousser davantage ces forces qui perturbent la quiétude des populations. Et aucun État ne peut le faire de façon solitaire. Aucun État n'a ces moyens-là de le faire. Il faut mutualiser ces moyens-là. Et pour mutualiser les moyens, il faut parler autour du même table. Il faut comprendre les initiatives des autres. Il faut que des puissances partenaires aident ces pays qui n'ont pas toujours les moyens de leur politique à faire la lutte là. Donc la rencontre d'Accra est venue pour un peu aller dans ce sens et exprimer la volonté des chefs d'État de ces pays que vous avez cités à vaincre la fatalité, entre griffes, parce que du terrorisme. Et nous avons, pour les informations que nous avons eues, qu'il y a de très belles affiches en matière de propositions de la part du président béninois qui propose et qui a davantage mis l'accent sur la mutualisation, la mise ensemble des moyens pour aller. Parce que vous avez des pays, le Bénin a frontière avec le Burkina qui est plus frappé, le Niger aussi, le Togo qui est frappé, le Ghana pas encore menacé mais pas encore frappé, la Côte d'Ivoire qui a subi le coup une fois. Et il faut arrêter le mouvement là. Si les pays comme le Libéria et la Sierra Leone en arrivaient à être touchés, ça sera plus grave parce que ce sont des pays qui avaient déjà subi des effets de guerre. Et il serait plus facile de recruter des cibles, des jeunes qui sont dans la pauvreté à adhérer à ces mouvements. Et lorsque ça va s'étendre à ces 2 pays-là, on pourrait ne pas avoir les moyens d'arrêter le mouvement très vite. L'initiative d'Accra, qui se veut désormais plus pragmatique, de grandes annonces ont été faites. Il est annoncé une opération militaire conjointe de grande envergure. Patrice Talon a souhaité vraiment que cette fois-ci, qu'on fasse avec des ressources propres à l'organisation sans aide extérieure. Oui, je crois que c'est des mesures... Il a été applaudi par ses pairs. Mais c'est des mesures salutaires. Vous savez que ce n'est pas seulement au niveau de l'initiative d'Accra que le chef de l'État béninois a excellé. Il a aussi excellé dans le cadre de la CEDEAO, au moment où on a dit qu'il faut revoir le protocole additionnel de la CEDEAO pour aider la CEDEAO à être plus efficace, pour apporter une réponse efficace, notamment à la gouvernance des États, pour éviter que les pays africains ne tombent dans la valse des coups d'État et tout comme ça. Donc, il fallait corser les mesures. Donc, à toutes les fois que le chef de l'État béninois est allé dans les grands sommets, il a fait des propositions pertinentes. Donc, c'est un réformateur et il souhaite vivement que les réformes impactent aussi les institutions, les organisations. L'initiative d'Accra, c'est un creuset, en fait, mis en place en 2017 par le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo. En 2019, le Mali et le Niger ont rejoint, mais avec le statut d'observateur. Puis le Nigeria a rejoint récemment. Et ça s'est élargi maintenant à l'Union européenne. Et en fait, le souci, c'est quoi? C'est lutter efficacement contre le terrorisme, comme l'extrémisme violent. Il faut faire en sorte qu'on puisse endiguer ce mal. Or, vous voyez que c'est un mal, c'est pas rampant. C'est pourquoi il faut réfléchir sur des mesures efficaces, mesures idoines. Et cette fois-ci,
la philosophie qui a guidé la rencontre, c'est que l'initiative d'Accra doit être une réponse crédible, préventive et puis coordonnée face en fait à la menace sécuritaire dans les pays côtiers et les pays sahéliens. Et dans ce cadre, il y a eu des propositions efficaces qu'ils ont déclinées. Et le chef d'État béninois est passé comme un des chefs d'État plus inspirés, parce qu'il a trouvé que plutôt qu'on entende des financements étrangers ou extérieurs, il faut qu'on finance sur fonds propres, sur nos ressources propres, la lutte contre le terrorisme. Parce que ce qui se passe en fait au Burkina Faso, c'est une honte pour l'Afrique. Et je crois qu'ils ont eu le mérite de le dire, que c'est une honte qu'on constate, on enregistre chaque fois des morts. Vous avez vu qu'il y a près de 554 écoles fermées. Vous avez vu qu'il y a près de 51 000 élèves déscolarisés. Et puis, c'est un mal qu'il faut endiguer. Et cette fois-ci, je crois que le chef de l'État a fait des propositions qui ont été acceptées. Et à l'issue, je crois de façon consensuelle, les participants ont fait l'option de mettre en place une force multinationale conjointe pour qu'on puisse mutualiser nos efforts pour agir promptement et efficacement contre ce mal terroriste qui sévit non seulement hier au Sahel, mais maintenant qui élargit ses tentacules dans les États côtiers. Du Golfe de Guinée. Mais oui, c'est ça. Mutualiser donc les stratégies pour mieux contrer la propagation des violences djihadistes. Oui, c'est une condition sine qua non. Et j'ai compris très tôt la politique du gouvernement, du moins du chef d'État béninois, qui après la rencontre d'Accra a envoyé son ministre des Affaires étrangères au Togo hier jeudi pour des questions diplomatiques et sécuritaires. Et donc il faut déjà que cet apaisement existe entre ces États-là qui doivent travailler, quitte à ce que la solution juste soit trouvée avec les forces de sécurité et de défense. Intéressons-nous à présent à l'actualité hors de nos frontières, c'est dans la rubrique Interactu. Et puis ce ping-pong entre la France et le Mali, entre Paris et Bamako, un ping-pong de décision. Dans un communiqué publié lundi dernier, le gouvernement de la transition, en réponse à la suspension de l'aide publique au développement par la France, a décidé, je cite, d'interdire avec effet immédiat toutes les activités menées par les ONG opérant au Mali sur financement ou avec l'appui matériel ou technique de la France, y compris dans le domaine humanitaire. Fin de citation. C'est la réponse du berger à la bergère. Mais certainement que ces ONG interviennent dans des secteurs qui impactent directement les citoyens maliens. Et donc les humeurs politiques, au-delà des questions que nous savons qui sont des questions justes et nationalistes, ces humeurs-là doivent être mesurées pour ne pas... Par exemple, lorsque vous avez des ONG qui travaillent pour lutter contre la pauvreté, qui ont des financements français, qui doivent travailler à la scolarisation des filles, qui doivent travailler à donner à manger aux populations, à assister les populations, lorsque vous leur coupez le financement, tout ce travail-là est ralenti ou arrêté. Les décisions macro-politiques doivent rester à un niveau acceptable pour ne pas impacter. Je comprends l'état d'esprit de Assimi Goïta et de ses collaborateurs. C'est du nationalisme pur, mais au-delà de ça, il faut savoir aussi ne pas causer de tort aux populations. En filigrane, la Russie, nouvelle alliée? Oui, mais vous savez évidemment qu'il y a eu de nouveaux accords de coopération et de défense, nouvelle génération, qui ont été signés avec la Russie. Parce que dans la brouille, comme vous avez souligné, il y a eu l'escalade de la brouille entre la France et le Mali. C'est vrai que ça a commencé par une crise diplomatique, des propos malveillants qui ont été tenus par Jean-Yves Le Drian, qui a trouvé que la junte qui est au pouvoir prend des mesures irresponsables et que la junte même est illégale et légitime. Alors ça a suscité une réplique en fait de son homologue malien. Vous avez vu que le Malien a estimé que non, c'est inacceptable, que c'est des injures et que ces propos sont teintés, empreints de mépris. Bon, donc c'est à croire qu'en fait, les deux pays-là s'offrent un spectacle dans les médias.
C'est un peu comme si j'ai les affaires d'État à travers les invectives et les insultes dans les médias. Ce n'est pas rélusant. Et vous voyez que de plus en plus, on a constaté qu'en fait, ils prennent des mesures de rétorsion réciproque. Or, les impacts, qu'on le veuille ou non, sont sentis par la population, que ce soit la population française que la population malienne. Quand les éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en pâtissent. Malheureusement. Surtout qu'on parle d'humanitaire et du social. Malheureusement. Vous savez que la junte a le souci, en fait, d'aller à une véritable autonomie. Parce qu'il semble qu'ils sont nationalistes. Et puis, les velléités nationalistes, en fait, il faut savoir les contenir. C'est pas mauvais, en fait. Se libérer de la France et se jeter à corps perdu dans les bras de la Russie, c'est pas être libre, hein, c'est pas une Afrique libre, ça, en fait. Donc, il faut qu'on sache raison garder, en fait. Parce que les puissances, qu'elles s'appellent la Chine, la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Belgique, ont en fait une ligne commune, c'est l'intérêt. C'est vrai que l'intérêt, parfois, c'est à des degrés divers. Il y a des États, des puissances qui sont voraces. Il y en a qui sont moins voraces. Vous avez vu des États, en fait, qui n'ont pas encore accepté le deuil de la colonisation, qui croient encore qu'ils sont en situation de métropole, qui continuent d'être une puissance qui doit exploiter de façon servile les anciens États qui ont été colonisés. Et puis la France a été souvent citée, malheureusement, même par ses pairs européens, comme étant un État assez cupide, assez vorace, prêt à exploiter sans réserve les anciennes colonies, alors que les anciennes colonies doivent prendre de la hauteur et assurer leur propre développement. Alors, écoutez, partagez-vous ce qui se passe, cette lecture, ce point de vue de votre vis-à-vis? Alors, ça dépend de là où on se situe. Il n'y a aucun État occidental qui vienne faire de la philanthropie en Afrique. Vous savez que le Mali regorge des réserves futuristes. Vous avez Gao et le Nord, Kidal et les autres parties du Nord qui regorgent d'une quantité importante de pétrole. Vous avez l'or et les autorités nouvelles maliennes dénoncent même des puissances qui auraient exploité notamment leurs mines d'or. Et donc, les regards sont tournés. La Russie ne fera pas tout ça les mains et rentrer produit. C'est faux. La Russie a une compensation. On parle de compensation en or et en minerais. La Russie a un intérêt à faire ce qu'elle est en train de faire là. Encore qu'elle est en train de s'essouffler un peu, du moins de déployer beaucoup d'efforts sur l'autre champ en Ukraine. Donc il faut de la compensation. Le Mali s'offre comme une opportunité à la Russie de se repositionner en Afrique de l'Ouest surtout et de surtout faire mal à la France. La Russie, après son ancrage en Centrafrique, eh bien, si entre-temps le jeune capitaine burkinabé décidait à collaborer ouvertement et fortement avec la Russie, vous aurez la Russie dans 3 pays avec l'espoir que un 4e pays, un 5e pays ou un 6e pays s'ajoute, mais tout dépendra des résultats qu'on aura obtenus dans la participation de ce pays-là à la lutte contre le terrorisme. Vous voulez répondre? Oui, en fait, je voudrais dire que vous voyez la situation qui se passe au Mali est une situation qui doit interpeller la plupart des États africains et les panafricanistes. La France a marqué une présence militaire au Mali pendant 9 ans. Elle a payé une dette de sang. Il y a eu 53 soldats, en fait, français qui sont décédés dans cette affaire. Une facture journalière de 1 milliard de francs CFA. Vous imaginez? Bon, et puis le matériel détruit. Bon, malgré tout ça, je crois que la France dit qu'elle est toujours prête à un dialogue. Et curieusement, il se fait que la junte au pouvoir dit qu'elle n'a pas fermé les portes du dialogue. Bon, il y a un jeu qu'on ne comprend pas entre les deux, diplomatiquement parlant. Donc, on est passé, en fait, d'une crise diplomatique à une crise juridico-politique avec la rupture de nombreux accords qui liaient le Mali à la France. Et il faut trouver la formule pour que la paix revienne. Vous voyez qu'il y a un peu comme un phénomène de vague communicant. Il semble que c'est le Mali qui a contaminé le Burkina. Et pour éviter que la contagion ne se répande, on a essayé de diriger des remparts au niveau du Niger, mais il se fait que la population au niveau du Niger est en train de créer des ennuis à Bazoum. Donc, qu'on le veuille ou non, il y a un mal qu'il faut combattre et il y a des mesures efficaces qu'il faut mettre en œuvre. On vous et a vous voyez qu'il y a le sommet États-Unis. On va évoluer. Il y a le sommet États-Unis-Afrique qui est en cours, qui est en préparation
pour les 13 et 15 décembre. Et vous avez vu, il y a des 4 États, sur les 54 là, il y a 4 États africains qui ne sont pas invités, notamment le Mali, le Niger, le Burkina, et la Guinée, le Soudan. Alors, vous voyez que c'est un peu comme si ces États ne soient pas démocratiques. C'est comme une sanction. On a invité le Zimbabwe, et puis Emerson trouve que lui, il a des problèmes avec l'Occident. On vous aura compris. Vous voyez que, donc, on vous aura compris sur la question. Dernière ligne droite de cette émission, c'est la rubrique Les potins de la toile. Eugène Alosopo, l'actualité sur la toile cette semaine est relative à la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar. Le Qatar qui aura réussi le pari de l'organisation. La démesure. La démesure, c'est un pays très riche, on le sait, mais on aurait fait les choses avec une dimension plus mesurée. C'est beau le spectacle de la cérémonie d'ouverture, tout ça. C'est beau les stades dans lesquels les différentes équipes jouent. Mais lorsque vous avez ces moyens qu'on déploie et que vous savez qu'à l'autre bout du monde, il y en a qui ne trouvent pas à manger un seul repas par jour, parfois vous avez un pincement de cœur. On aura pu faire réussir la Coupe du Monde au Qatar avec peut-être la moitié des moyens déployés, pourquoi pas le tiers. C'est bon, c'est aussi un instrument de démonstration de capacité de l'émir, mais je pense quand même humainement qu'on peut faire autant sans déployer les moyens que nous avons vus. Ce sont des moyens colossaux, c'est beaucoup. Un luxe insolent dans les hôtels et stades, expression du pétrodollar. Mais oui, vous savez que les monarchies pétrolières du Golfe, pour la plupart, s'offrent des grands parades, en fait, des grands plaisirs. C'est le luxe insolent. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est toujours comme ça dans les monarchies pétrolières du Golfe. Vous savez qu'au Moyen-Orient, en fait, vous savez que c'est en 2010 que le Qatar s'est vu attribuer l'organisation de la Coupe du Monde. Les États-Unis aussi étaient intéressés, mais ils ont perdu. Et on va faire court, nous sommes tenus par le temps. Et puis c'est 12 ans après. Vous voyez que le Qatar avait un défi, parce que le Qatar était frappé d'isolement, de 2017 à 2021. Parce que le Qatar était isolé par ses voisins qui estimaient que le Qatar avait des liens avec l'Iran, qui est leur ennemi, et faisait aussi de la pagaille. Dans ces conditions, le Qatar a vu soupçonner l'Arabie Saoudite d'être un envahisseur. Donc il y avait un problème à ce niveau-là, et l'organisation de la Coupe vient en fait pour réchauffer les relations. Vous avez vu au niveau de la tribune officielle, vous avez l'émir qui est là, et derrière lui, vous avez le prince héritier saoudien, et puis vous avez les présidents égyptiens, et puis Erdogan, vous avez tout ça. Alors, c'est un peu le monde arabe, en fait, le monde arabo-musulman est en train de se reconstituer, et la Coupe du Monde a servi, en fait, à la relance diplomatique, à la relance, en fait, au repositionnement des relations entre le Qatar Merci à vous. Ce sera donc tout pour Club Média 7 de ce dimanche. Je le rappelle, j'ai reçu Francis Elo-Jatade, analyste politique. Merci. Merci. Avec nous également, c'était Dr Eugène Alosopo, journaliste et expert média. Merci à vous aussi. Merci à vous. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation de cette émission. Merci à vous, chers amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. Bonsoir chez vous.